Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir. Bienvenue sur Instant Direct, votre émission hebdomadaire d'actualité sur Gabon Media Time. Je suis Ferdinand Demba, votre humble serviteur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur, d'autant plus qu'il touche au fonctionnement de notre pays. Il s'agit bien de la crise politique qui s'écoule au Gabon depuis quelques années, on va le dire. Avec nous sur ce plateau pour en parler, M. Privan Gomo. Bonjour. Bonjour. Privan Gomo, vous êtes citoyen engagé, blogueur par intermittence, je suppose, et vous êtes également membre de la CNR, donc la Coalition pour la Nouvelle République. Pouvez-vous, face à nos internautes, vous présenter vous-même, donc donner ce que l'on ne sait pas sur qui est Privan Gomo? Oui, mais déjà, à l'entame de cette interview, vous me permettrez de vous remercier de m'avoir si chaleureusement et aimablement invité à participer à cette émission, d'autant qu'elle me donne l'occasion, l'opportunité de m'exprimer à travers Internet pour que les internautes du Gabon et d'ailleurs nous écoutent sur un sujet qui est relativement important. Vous l'avez dit, je suis citoyen engagé, vous avez pu l'oublier également, activiste et analyste politique, n'est-ce pas? Blogueur, c'est vrai. Mais ce qui n'est pas vrai, c'est que je suis membre de la coalition pour la Nouvelle République. Les membres de cette coalition sont dans une liste nominative et exhaustive. Et malheureusement, mon nom n'y figure pas. Toutefois, je reste un soutien indéfectible de la coalition menée par Jean-Pierre pour rétablir la vérité des yeux. C'est cela vraiment qui justifie ma présence sur ce plateau pour pouvoir débattre avec les Gabonais sur une question de la plus haute importance. Je suis donc un citoyen libre et indépendant qui donne son point de vue sur la situation de notre pays et n'étant pas mandaté par la CNR, mes propos n'engagent que moi. Cette mise au point me semble importante, d'autant qu'il faut éviter une sorte de confusion ou d'amalgame. Voilà ce que je peux dire pour ce qui est de ma simple présentation. Merci, Monsieur Gomo Privan. Alors, nous n'allons pas perdre de temps. La crise politique au Gabon secoue notre pays. Aujourd'hui, beaucoup de Gabonais se posent la question de savoir où est-ce que nous allons et est-ce que ça va s'arrêter. Est-ce qu'avant justement de donner une réponse à cette question, est-ce que cette crise va s'arrêter et éventuellement voir quelle pourrait être l'une des solutions à cette crise, je voudrais vous poser la première question. D'où vient cette crise? Comment a-t-elle commencé et pourquoi on en est encore là aujourd'hui? C'est une très bonne question que vous posez là. Et vous n'imaginez même pas la profondeur, la gravité de cette question. La crise que nous connaissons de plein fouet, qui nous frappe en 2018, n'est pas arrivée en 2016. Elle a des origines beaucoup plus profondes que ça. Alors si vous me permettez, je serai peut-être un peu long, un peu prolixe, mais c'est nécessaire d'avoir ce devoir de mémoire, rappelant parfois aux plus jeunes, ou alors ceux qui ont oublié, que la situation que nous connaissons maintenant n'est que la résultante d'une réalité qui commence, on va dire, dans les années 60. Le Gabon vient à peine d'avoir son indépendance, elle a été proclamée par le Premier ministre de l'époque, Léon Ninko, et la classe politique est traversée par deux courants qui ne s'accordent pas sur le régime qu'il faut définir, qu'il faut arrêter pour cette nouvelle république gabonaise que l'on est en train de bâtir. Faut-il un régime parlementaire, comme le soutiennent les parlementaristes, au nombre desquels Jean-Hilaire Obameyege, qui lui était dans l'opposition, ou encore les parlementaristes comme Luc Kimanga ou Idjé Gonjou, qui appartenaient au BDG, au Bloc démocratique gabonais, parti au pouvoir. C'est la première tendance qui s'affichait très clairement pour un régime parlementaire. Deuxième tendance était celle
dont le chef de file était Léon Bamiko lui-même, Premier ministre, qui entendait mettre en place une république au régime présidentiel. Le débat était tranché, et les positions également. Et finalement, c'est Léon Bamiko qui initie la violence, car une nuit de novembre 1960, donc vous voyez, juste après les indépendances, Léon Bamiko décide de mettre aux arrêts les parlementaristes, ceux qui voulaient un régime parlementaire, notamment Yvan Galuc et Kidire Gonjo. La crise sera ensuite résolue, mais le mal était fait désormais. Et 4 ans plus tard, alors que Léon Bamiko s'affirme de plus en plus comme un président autoritaire, les militaires, les officiers militaires décident de réagir en le déposant. Nous sommes là en février 1964. Et la France réagit, elle également, en intervenant et en réinstallant Léon Bamiko, le président déchu. Alors, ce qui est important, et c'est cela que je pense, la crise que nous connaissons aujourd'hui trouve ses origines là, dans ce débat républicain qui ne s'est pas achevé de la manière la plus démocratique, dans cette violence qui est venue interrompre un débat qui aurait permis de savoir si nous allions vers un régime parlementaire ou un régime présidentiel. Et à la fin des années 60, précisément en 1968, nous avons l'instauration du monopartisme qui consacre le parti-État PDG et qui prohibe définitivement la pluralité d'opinions politiques. Donc, lorsque nous terminons les années 60, le Gabon désormais a une crise politique. Nous entrons dans les années 70. Cette crise perdure, avec les premiers assassinats politiques. On se souviendra de la mort de l'opposant Germain Manguema, survenu à Libreville en septembre 1971, ce qui avait effectivement déjà une crise, puisqu'on a dû assassiner un opposant politique. Et en 1973, il y a le boom pétrolier, avec les cours du baril qui montent. Cela donne une relative prospérité économique au Gabon, mais la crise politique reste là. Donc lorsque nous sortons des années 70, on a le sentiment que le Gabon se porte bien et qu'il n'y a aucune crise politique à cause justement de cette embellie économique qui occulte la dimension politique. Nous entrons ensuite dans les années 80. Alors les années 80 sont marquées par le coup de semonce que porte le Morina, avec à sa tête Simon Oyonnax. En décembre 1981, des hommes décident d'envahir la gare routière pour créer une sorte de buzz, une sorte de chaos, on va dire, un appel au soulèvement pour exiger le multipartisme. Car pour Oyonnax, il était un préalable important que d'instaurer le multipartisme afin de revenir à la pratique démocratique des années 50 et des années 60. Le Morina va être réduit à néant, ces différents activistes seront emprisonnés, mais en 1985, il y a eu une tentative de coup d'État perpétrée par le capitaine Alexandre Manza Ngobika. Ce dernier sera exécuté à la place Orlando en août 1985, si mes souvenirs sont bons. Et en 1986, en décembre, il y a le début de la crise économique au Gabon. Donc, lorsque nous sortons des années 80, il y a désormais une crise politique qui s'est accentuée, mais également une crise économique qui a démarré depuis 5 ans. Nous entrons dans les années 90. Et en janvier, il y a les émeutes des étudiants. Alors, la crise économique commence à frapper. Les conditions de vie, les conditions d'études à l'université Omar Bongo ne sont pas favorablement agréables pour les étudiants. Et donc, une manifestation des étudiants légitime, mais qui est reprimée dans le sang, dans la violence, par les forces de l'ordre. Cette situation de chaos amène Omar Bongo à convoquer une conférence nationale pour que nous puissions débattre de la situation du pays, qui désormais est frappé d'une crise politique, mais également d'une crise économique. Ces assises vont se tenir en mars-avril 1990,
Et on peut dire qu'au sortir de là, un succès, une constitution qui a été rédigée dans le consensus national par toutes les parties en discussion. Malheureusement, deux gros échecs, un multipartisme de façade et une alternance démocratique qui n'aura jamais lieu. En 1993, nous avons simulacre d'élection présidentielle qui est soldé par les accords de 1994. Un scénario désormais sera à la mode, élection, trucage, victoire volée, contestation, répression de la contestation, appel au dialogue, partage du gâteau et on continue. Voilà le scénario qui va être initié en 1993. En 1998, le même scénario se reproduit et lorsque l'on est pratiquement à la fin des années 90, il n'y a plus seulement une crise politique et économique, il y a désormais une crise sociale. Car à cause de la crise économique, la pauvreté galope dans le pays. La paupérisation de plus en plus s'impose. Les Gabonais commencent à devenir des citoyens africains pauvres, ce qui n'était pas le cas avant. Et cette crise sociale va susciter une crise des valeurs, une crise à la fois culturelle et morale. Donc, à la fin des années 90, nous avons désormais 4 dimensions de la crise gabonaise. La dimension politique, la dimension économique, la dimension sociale, la dimension culturelle et morale. Nous entrons dans les années 2000, les années dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, de 2000 à 2010, 2010 à 2018. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le scénario va repartir en 2005 et en 2009. Le même procédé, élection, trucage, et la suite, vous la connaissez. Et en 2016, il y a cette élection particulière où l'opposition va réussir à vaincre ses démons à travers une candidature consensuelle et l'observation électorale pratiquée par l'Union européenne qui a développé un processus nouveau a permis d'établir à travers plusieurs rapports qu'Ali Bongo n'a pas gagné cette élection en 2016, qui n'a pas été réélu. Et donc, ces éléments forts, où le peuple s'est mobilisé derrière une candidature consensuelle et où des preuves tangibles attestent qu'Ali Bongo n'a pas gagné, ont été des éléments importants qui ont légitimé la résistance, dans laquelle Ping s'est inscrit et que nous avons soutenu pendant 2 ans et que nous soutenons encore. C'est l'élément très important qu'il faut soulever. Mais, relevons également que, et je finirai là sur le rappel historique, qu'à la fin donc, de l'année 2018, nous avons 2 autres dimensions de la crise gabonaise qui vont s'ajouter. La crise institutionnelle, car les Gabonais se rendent compte qu'après finalement 30 ans de vie institutionnelle, quand ces institutions ont été mises en place dans les années 90, la Cour constitutionnelle est appelée tour de Pise, et la présidence de la République semble véritablement ne pas correspondre à ce que veulent les Gabonais. Donc il y a une crise institutionnelle, une défiance des populations vis-à-vis des institutions qui sont censées les représenter. Ajouté à cette crise institutionnelle, il y a la crise financière. Le Gabon aujourd'hui a un taux d'endettement très élevé et abyssal, d'environ 75% du PIB, c'est énorme, et certains chiffres avancent le montant de 5 000 milliards de francs CFA que nous avons comme dette. C'est énorme. Donc, ce rappel historique ayant été brièvement fait, il nous faut maintenant caractériser cette crise. Parce que nous avons un peu l'historique. Cette crise, elle est récurrente, il faut le dire, puisqu'elle n'a jamais été réglée. Elle s'est aggravée au fil du temps, au point de devenir multidimensionnelle. Politique, économique, sociale, culturelle, morale, financière et institutionnelle. Mais la question qu'il faut se poser, c'est derrière cette crise, qui sont les acteurs? Quels sont les enjeux? Il y a des enjeux très importants. La richesse de notre pays, son exploitation, sa distribution, à qui profite la richesse du Gabon? Et les acteurs, ils sont de 2 ordres. Les acteurs endogènes, le système
Bongo PDG naturellement, mais également l'opposition, la résistance. Vous verrez que la plupart de ces acteurs appartiennent tous à l'écurie Bongo PDG. Mais il y a également des acteurs exogènes et qui me semblent être les plus importants dans cette affaire, bien qu'en retrait. Il y a la France qui exploite la colonie du Gabon, devenue ensuite pays indépendant depuis près de 150 ans, et qui n'entend pas justement lâcher cette vache à lait. Et il y a le Maroc, récemment arrivé, qui en quelques années s'est taillé des parts d'intérêt très colossales dans notre pays. Et il semble que ces deux puissances, l'une africaine, l'autre européenne, entendent préserver leurs intérêts en maintenant le système au pouvoir qui, pour le faire, doit absolument confisquer la gestion d'État. Il est clair que nous ne pouvons pas l'accepter, que la nouvelle génération que nous essayons de représenter aujourd'hui ne peut pas l'admettre. Il faut donc aller contre ce système de prédation. D'accord. Alors, quelle analyse on peut faire aujourd'hui au regard justement de ce rappel historique que vous venez de faire et surtout avec la mise en avant des caractéristiques de cette crise, dont depuis évidemment les années 60, j'ai envie de dire, jusqu'à aujourd'hui, on a justement comme cette petite impression de ne pas réellement comprendre finalement comment ça se fait que pendant toutes ces années, on continue de revivre quasiment la même chose. Quelle analyse on peut faire justement de cette situation dans l'évolution de cette crise? Aujourd'hui, on a l'impression de revivre la même chose, mais avec, on va dire, peut-être une sorte de renforcement, d'augmentation, d'amplification de la situation. La question est intéressante parce qu'elle permet de mettre à nu la réalité de cette crise récurrente. Peut-être que pour répondre à cette question, il faut d'abord énoncer le principe républicain. Dans une république, il est dit que le peuple est souverain, le peuple possède le pouvoir, il dispose du pouvoir. Et ce peuple, dans le cadre d'un processus électoral, délègue ce pouvoir à des personnes qui se sont présentées candidates aux élections. Il y a donc une délégation du pouvoir qui se fait. Et lorsque le représentant est élu, il porte une légitimité. Cette légitimité qu'il dispose désormais lui donne la possibilité soit d'élaborer ces institutions, soit de les faire vivre. Il rentre donc dans une légalité. Et cette légalité et cette légitimité, il doit la mettre au service et au bénéfice du peuple souverain qu'il a mandaté. Voilà, M. Demba, le principe républicain. Il se trouve que la crise que nous connaissons depuis les années 60 et qui s'est amplifiée de manière multidimensionnelle dans le temps, cette crise est due au hiatus républicain qui existe au Gabon. Une sorte de rupture, une disjonction entre le légitime et le légal. Le représentant légitime n'a jamais été celui qui dispose de la puissance légale pour exercer. Voilà le fondement de la crise que nous avons. Dès l'instant où vous avez un homme qui n'a pas été élu, mais qui s'impose et qui dispose de tout l'arsenal juridique et légal au gouvernement du Gabon, eh bien vous avez une crise de légitimité. Car le peuple n'a pas donné mandat à celui qui est en train de l'exercer. Donc, depuis 1993, nous avons eu un président légitime, ou du moins des présidents légitimes, qui n'ont jamais accédé au pouvoir. Parce que le président Bongo, Omar d'abord, ensuite Ali, se sont imposés comme des présidents légaux. Et la crise vient de là. Entre des hommes qui exploitent les institutions à leur avantage et le peuple qui a élu, et malheureusement, le candidat légitime n'accède pas aux affaires. Voilà le fondement de la crise. C'est cela qu'il faut d'abord retenir. Après, le reste relève, on va dire, des contingences, des conjonctures, des contextes de l'époque. Alors, donc, cette crise institutionnelle qui semble apparemment perdurer, donc au gré des différentes élections présidentielles, en l'occurrence qu'on a eues
dans notre pays, mais est-ce qu'il n'y aurait pas justement matière à les dissocier, enfin, là on parle de crise institutionnelle, est-ce qu'il ne faudrait pas dissocier cette crise institutionnelle de la crise économique? Ou alors, les deux sont-elles liées? Oui, il y a la crise politique. Dans la crise politique, qui est consubstantielle, il faut le dire, de la crise institutionnelle, car les institutions ne sont que des structures. Ce sont des textes qu'il nous faut respecter, mais qui respectent les textes? Ce sont les hommes. Eh bien, nous avons malheureusement, depuis les années 60, des hommes qui se sont toujours substitués aux textes eux-mêmes et qui décident d'être la loi et d'agir selon leur bon vouloir. Et donc la crise vient aussi de là. La crise vient d'un système dictatorial bongo, système bongo-PDG dictatorial, qui depuis 50 ans dispose des ressources énormes de notre pays et qui n'arrive pas à transformer le Gabon, à transformer la nation gabonaise. C'est cela l'origine. Le paradigme bongo-omarien, le système de référence politique de Bongo-Omar, c'est un système qui est basé sur la géopolitique, sur l'incompétence, sur la corruption et l'enrichissement illicite. La géopolitique, vous appartenez à quelle province? Vous appartenez à quelle région? Ah, très bien. Eh bien, vous serez nommé ministre, vous serez nommé secrétaire général, vous serez nommé directeur général. Vos références, on n'en a qu'une. Donc, la compétence n'est pas à l'ordre du jour. Et lorsque un homme incompétent, parce qu'il appartient à une province, ou parfois à certaines obédiences, se retrouve à la tête d'une structure et qui n'a pas l'amour du pays et qui n'est pas mandaté véritablement pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Il a reçu la mission de s'enrichir. Il s'enrichit et on met en place tout un système de corruption qui permet donc de prendre les richesses de notre pays et finalement, au lieu qu'elles servent pour la nation, servent pour l'intérêt privé et l'intérêt particulier. Voilà le problème qui se pose sur le plan politique. Des hommes qui sont censés travailler pour la nation, qui disposent de la puissance politique, des moyens financiers, et qui les détournent. Et du coup, nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas de dispensaires, nous n'avons pas d'infrastructures, et un pays riche se retrouve dans la misère. Ça, c'est un aspect qui est très important et qu'il faut relever. Il faut aussi dire que ce pouvoir désormais est discrédité. Le système Bongo-PDG est discrédité. Pourquoi? Parce qu'il est aux affaires depuis 50 ans et il n'a pas réussi à réaliser quelques prouesses. Regardez la Guinée équatoriale, un pays voisin dont on se moquait encore il y a de cela quelques années. Je vous recommande de faire un tour à Mongomo, ou si vous avez un peu de force, de poursuivre à Bata. Et si vous avez un peu de moyens, de prendre l'avion et de partir à Malabo, vous allez voir, ce pays est transformé sur la base des richesses de la Guinée équatoriale qui ne sont pas aussi importantes que celles du Gabon. La Guinée a comme richesse le pétrole et le bois, tout simplement. Le Gabon a bien plus de richesses que cela. Mais combien d'autoroutes avons-nous? Nous n'en avons aucune. À la Guinée équatoriale, vous allez voir les autoroutes. Le Rwanda, c'est un pays pauvre, un pays enclavé, qui sort d'un génocide où ils ont perdu 800 000 personnes environ. Allez aujourd'hui au Rwanda, vous allez voir un pays moderne. Et le Rwanda est aujourd'hui classé parmi les pays africains qui réussissent le mieux. C'est la deuxième place africaine où les gens veulent aller investir. Donc, qu'est-ce que les Rwandais ont? Qu'est-ce que les agriculteurs guinéens ont que nous n'avons pas? Nous avons plus de richesses qu'eux, certes. Mais pourquoi eux ils réussissent quand nous échouons? Nous n'avons pas la volonté. Et le système Bongo-PDG n'a jamais eu la volonté de développer le pays, sinon il l'aurait fait. Donc il nous faut maintenant passer à autre chose. Le Gabon a besoin d'un renouvellement d'énergie. On va justement en arriver. Alors je rappelle à nos internautes qui nous rejoignent tout juste à peine que nous sommes aujourd'hui en compagnie de monsieur Privan Gomo, citoyen engagé, blogueur politique. Aujourd'hui nous discutons de la crise politique au Gabon. Quelle solution? Y a-t-il aujourd'hui une possibilité de sortir de la crise que nous traversons depuis beaucoup d'années aujourd'hui pour certains et depuis en tout cas 2016 pour d'autres? Il y a d'ailleurs une question d'un internaute, M. Benki, qui se demande justement, pensez-vous que le Gabon sortira un jour de cette crise politique? C'est justement la question
à laquelle moi également j'en venais, parce que je voulais vous poser la question, pensez-vous qu'on puisse aujourd'hui sortir de cette crise que vous avez évidemment bien décrite et surtout qui est aujourd'hui multiforme? Y a-t-il une possibilité d'en sortir? Oui. Les crises qui secouent le monde trouvent toujours des solutions. Mais il faut justement que des hommes de qualité apparaissent et la compréhension exacte des ressorts de la crise et essayent d'y apporter la réponse de manière méthodique et de la manière la plus efficace. Donc cette crise n'est pas incurable. Nous pouvons la soigner, nous pouvons la régler, nous pouvons l'éradiquer. Mais pour cela, il faut encore que nous ayons de nouvelles personnes à la tête du pays qui prennent des décisions qui vont dans ce sens. Car nous sommes persuadés que ceux qui sont à l'origine de la crise actuelle que nous connaissons n'ont plus les moyens ni psychologiques, ni moraux, ni intellectuels pour régler le problème. Ils n'en ont plus. Il faut absolument une nouvelle génération. Il faut de nouvelles personnes qui prennent conscience que le destin de notre pays va désormais dépendre de nous-mêmes et pas des étrangers qui nous apportent des solutions toutes faites. Cette nouvelle génération, elle est portée par la diaspora aujourd'hui. On le voit. Elle est portée par des Gabonais ici qui ont peut-être peur de manifester parce qu'ils craignent des balles, ils craignent d'être arrêtés, ils craignent de se retrouver en prison. Mais cette nouvelle génération existe. Il faut maintenant lui dire, sortez du bois, ne vous cachez plus. Cette crise a besoin de vous, de votre intelligence, pour que nous puissions la régler. Ceux qui l'ont initié, ceux qui l'ont créé, ceux qui l'ont donné cet extrêmement de violence, ne sont plus qualifiés, ils sont disqualifiés pour pouvoir régler la crise que nous connaissons. Alors, dans la réflexion que nous menons au niveau de l'état-major, autour de Jean Yégonon, autour de Jean Ping, nous pensons que trois critères peuvent permettre de régler la crise gabonaise. Je parle là de critères, nous pouvons après entrer sur les processus, les protocoles, les critères. Le premier critère, c'est ce que nous appelons la géocompétence. La géocompétence, c'est regarder le Gabonais compétent qui est capable de répondre à une situation, quelle qu'elle soit. Quel est le profil le plus compétent? C'est ce qui doit importer. Le CV, le curriculum vitae. Et secondairement, on regarde ses origines. Car quand vous allez chez le médecin pour vous faire soigner, vous ne demandez pas de quelle origine est le médecin pour aller vous faire soigner. Vous dites quel est le médecin le plus compétent, celui qui va garantir ma santé. Donc il faut revenir justement à ce principe, la géocompétence. Le deuxième, c'est la bonne gouvernance. Celui qui est compétent, on va lui demander de bien gérer le pays, avec des termes de référence très clairs. Il peut avoir même une sorte de mandat. Imaginez un directeur général que l'on nomme pour 4 ans, avec un bilan à mi-parcours 2 ans. Les directeurs généraux sont des personnalités techniques du département, ce ne sont pas des personnalités politiques. Les personnalités politiques commencent à partir du cabinet du ministre. Même le secrétaire général est une personnalité technocratique, je ne veux pas dire administrative. Donc on peut donner à un directeur général des thèmes de référence par rapport à sa fonction et les résultats à atteindre, les objectifs de performance. Et si au bout de 2 ans, le bilan à mi-parcours est de bonne qualité, eh bien, on le confirme pour les 2 autres années. Si le bilan est mauvais, on le change. C'est un critère qui peut être observé. Le troisième, que nous pouvons comme ça imaginer, c'est celui de la lutte contre la corruption, la moralité, l'éthique républicaine. Si nous continuons à avoir des personnes compétentes qui pillent l'État, nous aurons, c'est vrai, peut-être de petits progrès, mais le Gabon ne va pas atteindre cette vitesse de croisière, car tout l'argent du pays ne servira pas toujours à la cause publique, à la cause républicaine. Donc, la nouvelle génération que nous voulons voir bâtir la nouvelle République sous l'égide du président élu Jean Ping est une génération qui doit s'inscrire dans la géocompétence, grâce au CV, dans la bonne gouvernance, avec des critères de performance, et également dans l'éthique républicaine où nous allons de plus en plus bannir
la corruption. C'est difficile, c'est un travail que le président Paul Kagame est en train de réussir. Et lorsque les exemples sont bons, il vaut la peine de les imiter. D'accord. Alors là, vous avez énoncé quelques critères qui pourraient évidemment permettre au Gabon de sortir de cette crise politique. Nous avons un internaute qui dit comment pouvons-nous passer cette crise sans le boycott des intérêts français quand nous savons très bien que la France joue un rôle principal dans l'alternance au Gabon. C'est un internaute qui a requis naturellement l'anonymat, qui voudrait donc savoir aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de sortir de la crise, malgré évidemment les critères que vous énoncez, et je suppose qu'il va y avoir tout juste après quelques lignes directrices pour une sortie de crise que vous proposez, évidemment avec l'ensemble des personnes avec qui vous travaillez. Bon, que répondez-vous à cet internaute? Et d'abord, je suis assez surpris qu'évoquant des questions aussi graves, et c'est vrai, dangereuses, il veut garder l'anonymat. Lorsqu'on va au combat, que le combat est difficile, il ne faut pas toujours se cacher. Il faut avoir le courage de ses opinions. Donc j'apprécie la qualité de la question, mais je réprouve la démarche de dissimulation. Car quand on affronte la France, il faut l'affronter à visage découvert. C'est ça aussi la dignité, c'est ça aussi la respectabilité dans le combat. La France est un partenaire historique, dit-on. Pour nous, pour une certaine génération de Gabonais, nous considérons que la France reste un empire. Et le Gabonais, du moins la Gabonie, car c'est comme ça qu'on appelait avant, et que les Français appelaient avant le Gabon, parce que vous avez eu le Gabao, c'était les Portugais qui appelaient comme ça la terre du Gabon. Et quand les Français ont réussi à s'imposer, ils ont appelé non plus Gabao, mais Gabonie. Et quand ensuite nous sommes entrés dans les indépendances, le nom qui a été choisi, c'est le Gabon. Donc le Gabon reste pour les Français une province de l'Hexagone. Et c'est une province où elle vient se servir comme elle veut. Elle se sert du bois, elle se sert du pétrole, du uranium, du manganèse, et au prix qu'elle veut, elle fixe les prix, elle fixe tout. Et pour pouvoir le faire, il faut malheureusement qu'elle tienne compte des habitants de cette contrée, qui malheureusement n'est pas une contrée désertique. Il y a quand même des hommes qui y vivent. Alors comment s'accommoder de ces habitants gabonais dont on veut exploiter les richesses du pays? Eh bien, on met en place des préfets qu'on appelle président de la République. Je parle avec beaucoup de respect pour la fonction, mais je dois dire quand même que ceux qui l'ont incarné depuis les années 60 au Gabon n'ont pas fait manque de beaucoup de patriotisme. Donc, ces préfets ont pour mission d'exécuter les ordres qui viennent de l'Hexagone. Et donc, des contrats ont été signés dans les années 60, et les différents présidents de la République, les préfets, doivent les respecter. Sinon, ils sont purement et simplement éliminés. Thomas Sankara avait montré la voie. Laquelle? Premièrement, une prise de conscience. Alors, je commence à répondre à la question. Une prise de conscience. Les Gabonais doivent prendre conscience qu'ils appartiennent à un pays, à une nation, que ce pays est une terre qui a des richesses, et qu'il est normal que la richesse du Gabon serve d'abord aux Gabonais. Et que s'il y en a trop pour la petite population de Gabonais que nous sommes, eh bien nous sommes disposés à faire œuvre de charité, de générosité, en négociant des accords avec des pays qui pourraient avoir à des bons prix notre uranium, par exemple. Donc, il y a déjà cette prise de conscience qui me semble fondamentale. Et tant que la majorité des Gabonais, tant qu'une masse critique de Gabonais n'aurait pas pris conscience que nous devons comprendre que les richesses du Gabon doivent servir d'abord les Gabonais, eh bien le combat contre la France sera difficile. Car pour l'heure, la grosse partie de ces richesses va pour les intérêts des Français, pour les intérêts de la France officielle et des réseaux. Ça, c'est le premier point, prise de conscience. Quand cette prise de conscience est effective, quand nous aurons la masse critique, eh bien nous entrons dans une sorte de rapport de force. Parce que nous comprenons bien que celui qui a l'habitude de prendre les choses gratuitement ne va pas accepter comme ça librement de vous les concéder, surtout lorsqu'il dispose d'une puissance militaire comme la base du camp de Gaulle que nous avons là. À quoi sert par exemple cette base militaire? Il faut un jour qu'on se pose la question de savoir à quoi sert la base militaire française du camp de Gaulle. Sert-elle à protéger les biens des Français ou bien la vie des Français? Sert-elle à protéger les intérêts de la France? Il faut que cela soit clair. Nous considérons que les biens des Français, les entreprises françaises, sont régis par l'Organisation mondiale du commerce. On a besoin d'une base militaire pour cela. La vie des Français
elle est gérée par l'ambassade de France, parce qu'il y a des soucis. Si effectivement la base militaire française sert à garantir la sécurité et la vie des Français au Gabon, dans ce cas, il faudrait des bases militaires françaises dans tous les pays où sont les Français, ce qui n'est pas le cas. Donc, la question de la base militaire française se pose. C'est une question qui tient à la souveraineté de notre pays. Pour ma part, cette base militaire est là pour servir de dissuasion à tout président qui essaierait de s'écarter des accords de coopération. Nous allons commencer à discuter justement de la pertinence de cette base militaire. Pour ma part, je suis pour un démantèlement de la base militaire française. Je suis pour ce démantèlement qui blesse notre orgueil national. Je n'imagine pas la France en train d'avoir une base militaire de l'Allemagne nazie dans son pays. Je n'imagine pas les Français l'accepter. Pourquoi nous, les Gabonais, accepterions une base militaire française dans notre pays? Les conflits, nous pouvons les régler si nous avons des amis républicains, ce qui n'est pas encore le cas. En plus de la base militaire, il y a le franc CFA. C'est une question importante. Est-ce que 14 pays africains vont continuer à accepter que leur monnaie soit battue dans les zones françaises, à Chamalières, qu'il faut déposer la moitié des réserves dans le compte français d'opération, au trésor? Ce sont des questions importantes qui vont nous amener à un moment donné à établir un rapport de force avec la France. Maintenant, un pays seul peut-il le faire? Certainement pas. Le Gabon seul ne pourra pas. Le Burkina Faso tout seul ne pourra pas. Le Cameroun seul ne pourra pas. C'est une démarche d'ensemble, c'est une démarche panafricaine. Donc, en plus des discussions qu'il nous faut avoir, le cadre panafricain est le cadre par excellence pour discuter de ces questions. Donc, je voudrais m'arrêter là, sur ce point précis, concernant donc la résolution de la crise gabonaise, vis-à-vis du rapport que nous avons avec la France, qui est un rapport, il faut le dire, non pas de coopération, mais de prédation. Je veux le répéter ici. D'accord. Alors, si l'on revenait justement aux causes endogènes, donc proprement aux Gabonais, donc les causes gabono-gabonaises, quel pourrait être aujourd'hui l'élément qui déclencherait d'abord une prise de conscience avant que de se retrouver pour une solution ultime à cette situation de crise? Sur le plan national, il nous faut rompre le cycle du mensonge et entrer dans le cercle vertueux de la vérité. C'est cela le fondement. Tous les acteurs politiques qui voudront s'accommoder de manigance ou de manœuvre sur la base d'un mensonge ne nous permettent pas d'accéder à ce niveau de conscience politique. Le mensonge, c'est d'accepter qu'Ali Bongo est le président de la République depuis 2009-2016. Dès l'instant où on accepte qu'Ali Bongo peut organiser les élections auxquelles on participe, eh bien dans ce cas, nous acceptons le mensonge. Or, la résolution de la crise passera nécessairement par l'exigence de vérité. C'est cette vérité qui nous permettra de régler la crise gabonaise. Quelle est cette vérité? Ping a été élu en 2016 avec près de 68% des voix. Ali Bongo a été purement et simplement battu. Ping aurait dû être investi. Si Ali Bongo avait été fair play, s'il avait été républicain, s'il avait été le démocrate qu'il prétend, il aurait pris son téléphone, il aurait appelé Jean Ping pour lui dire « Félicitations, tu as gagné ». Mais cela semble tellement impossible. Pourtant, Ali Bongo est un homme qui aurait pu avoir cette sagesse. Il ne l'a pas eu. En n'ayant pas cette honnêteté politique et intellectuelle de reconnaître sa défaite, il nous a mis à nouveau dans le cycle du mensonge que son père avait initié. Il nous faut en sortir. Il faut que les Gabonais comprennent que ce cycle du mensonge doit être rompu. C'est la prise de conscience fondamentale. Et dès l'instant où on n'accepte plus que nos actions soient gouvernées par le mensonge, dès l'instant où on s'inscrit dans la vérité, eh bien on peut désormais comprendre que si Ping se retrouve à la tête de l'État, alors il y a un début de solution. La nouvelle République sera le début de solution. Comment nous la voyons? Nous voyons un Jean Ping président de la République parce qu'il a été élu pour 7 ans. Nous voyons Jean Ping nommer un gouvernement restreint. Parler de solution, je vais être pratique. Un gouvernement restreint. On ne veut plus 40 ministres, 50 ministres. Le Gabon est un petit pays avec une petite population. 20 à 25 ministres sont largement suffisants.
Et ces ministres sont choisis sur la base de leurs compétences, de leur éthique, de leur moralité. C'est très important. Et ils ont un cahier des charges, des thèmes de référence, des objectifs de performance. Et on leur confie donc les deniers publics et on leur demande de faire le travail pour lequel ils ont été nommés ministres. Et on veille à ce que la justice joue son rôle en cas de corruption, c'est-à-dire quand les deniers prévus pour la cause publique sont détournés dans des causes privées. Voilà des éléments qui permettent de résoudre la crise. Quand vous aurez cette équipe aux affaires, sous l'égide de Jean Ping, une nouvelle génération, il nous faut aussi une liberté d'expression. Il faut que la presse puisse dire la vérité, que la presse puisse faire des analyses, que nous disposons même d'un institut qui nous donne des statistiques qui nous manquent pour orienter la décision. Combien de filles mères célibataires existent? Combien y a-t-il? Quelles sont leurs conditions de vie? Comment développer une politique par rapport à des jeunes qui seraient par exemple titulaires d'un diplôme de CAP ou bien de BP par rapport aux besoins des entreprises? Mais nous n'avons pas de chiffres. Nous pilotons à vue. Il nous faut des instruments d'aide à la décision. Ce sont tous ces éléments mis les uns à la suite des autres, de manière cohérente et de manière coordonnée, qui nous permettent de rentrer véritablement dans une logique de solution à la crise. C'est ce que le président Thomas Sankara avait proposé au Burkina Faso pendant les 4 années de son règne et qui a fort bien marché. Nous pouvons le faire, mais il faut avoir la volonté du capitaine Thomas Sankara ou alors même la volonté du président Paul Kagame. D'accord. Alors vous disiez quelque chose de fondamental, vous disiez que pour que la crise puisse être amorcée, il faudrait déjà imposer une vérité, c'est-à-dire la vérité des yeux du 31 août 2016. Donc celle qui voudrait que M. Jean-Ping, qui revendique d'ailleurs jusqu'aujourd'hui sa victoire à cette élection, soit le président de la République gabonaise. Et la question que les Gabonais se posent aujourd'hui, c'est justement que cette vérité, jusqu'aujourd'hui, a été refusée. Refusée dans le sens où ce n'est pas le fait que l'on sache que M. Jean-Ping revendique sa victoire qui ferait qu'il soit le président de la République. Mais comment faire alors pour que cette vérité devienne non plus une simple vérité que les gens pourraient se répéter entre eux, mais que ce soit réellement ça la solution à ce problème? Comment on en arrive là? C'est-à-dire quelle est la matérialisation de cette vérité? Alors il faut une conscience agissante. C'est-à-dire que dès l'instant où on a la conscience, il faut maintenant que nous agissions sur le terrain. Les Gabonais doivent s'approprier la victoire de Jean Ping. Ce sont eux qui sont allés voter pour Jean Ping. Jean Ping a voté, il n'avait qu'une seule voix. De 68%, ce sont les Gabonais qui ont voté pour lui. Les Gabonais ne doivent pas avoir la posture suivante. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai mis un bulletin dans l'urne, j'ai voté pour Jean Ping, maintenant j'attends. Non. Les Gabonais doivent se battre pour que le vote qu'ils ont fait le 27 août 2016 soit respecté. Et s'il faut sortir dans la rue, eh bien les Gabonais doivent sortir dans la rue. S'il faut manifester, il faut qu'ils manifestent. S'ils ont peur, si on les dissuade, alors le mensonge va s'imposer. Nous avons l'intention, dans les semaines qui vont suivre, de proposer aux Gabonais de rentrer dans une campagne de sensibilisation pour exiger la vacance du pouvoir. Et ça nous renvoie à la rencontre citoyenne que l'ancien Premier ministre et sénateur Jean Yegundong a organisée la semaine dernière. Nous sommes tous convenus, les conférenciers, ceux qui sont retrouvés, pour reconnaître qu'il y a une vacance de fait au pouvoir, au sommet de l'État. Depuis le 24 octobre, Ali Bongo n'a plus présidé aucun conseil des ministres. Et ça fait maintenant 90 jours, plus de 90 jours aujourd'hui. La vacance de fait est là. Pourquoi les autorités gabonaises refusent, et cela en déni avec la Constitution, pourquoi elles refusent de officialiser le constat de la vacance du pouvoir? Nous savons qu'elles ont leur agenda, elles ont leur scénario. Mais si nous voulons justement régler la crise du Gabon, si nous voulons que Ping se retrouve à la tête du pays, si nous voulons qu'il soit investi, mais ce ne sera pas par la volonté du pouvoir PDG qui entend confisquer justement la gestion de l'État. Ce sera parce que les Gabonais auront décidé maintenant de sortir de leur maison. Nous devons quitter la résistance douce dans laquelle nous sommes inscrits pendant pratiquement 2 ans pour entrer dans la résistance active
Une résistance que nous allons maintenant de plus en plus agir, accepter d'affronter les forces de l'ordre, qui eux aussi, d'une certaine manière, sont partie prenante de la crise. Ils ne sont pas toujours les mieux lotis. Nous devons leur dire, frères, notre pays a besoin désormais d'une solution à la crise multidimensionnelle qui le traverse. Et cette crise, pour la régler, nous avons besoin de tous les bras. Venez avec nous. Venez réclamer l'exigence de vérité. Venez réclamer la vacance du pouvoir. Que les autorités gabonaises réclament la vacance du pouvoir. Quand cette vacance du pouvoir sera réclamée, alors nous pourrons entrer dans la phase de transition. C'est la première étape. Cette campagne sera certainement lancée et nous demanderons aux Gabonais de nous suivre. Plus il y aura de Gabonais à participer à cette campagne, plus il y aura de Gabonais conscients que nous devons avoir une vacance de pouvoir, et plus le pouvoir sera obligé de considérer maintenant la volonté souveraine d'un peuple qui souhaite qu'il y ait une vacance de pouvoir afin que nous entrions dans la période de transition. Alors, depuis la revendication de la victoire par M. Jean Ping de l'élection de 2016, il y a eu énormément de rassemblements, de rencontres de la coalition. La dernière en date, c'est bien entendu celle du 26 janvier dernier, donc la rencontre citoyenne qui a eu lieu au Rindama. Est-ce que, à l'issue de cette rencontre, dans les solutions qui ont été envisagées pour sortir de cette crise, vous avez intégré des rencontres ou des négociations, je ne sais pas comment est-ce que vous allez évidemment l'appeler, avec le pouvoir en place? Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait des discussions avec les autorités du moment? Les discussions ne peuvent avoir lieu que si une condition non négociable est posée en préalable. La condition non négociable, c'est que Ping a gagné les élections. Si c'est acquis, alors nous pouvons négocier. Que quand le pouvoir est craint de perdre justement ses avantages, des avantages souvent indus. Mais il y a beaucoup de Gabonais aussi qui souffrent, qui auraient bien voulu quand même bénéficier de cet argent qui a été volé. Nous devons discuter, mais quand même avec une certaine morale, une certaine éthique. La démarche que je pressens, mais je ne peux pas vous en dire davantage, c'est que M. Ping, pendant 2 ans, a privilégié les négociations diplomatiques. C'est vrai, en direction de la France et les partenaires internationaux comme l'Union européenne, l'Union africaine. Il s'est dit que si la démocratie gabonaise a triomphé, cela passe par le respect des urnes. Il a été élu président. Les institutions qui prônent la démocratie vont finir par le soutenir avec les preuves tangibles qui ont été présentées aussi bien par la partie de l'état-major de Ping que par l'Union européenne. Au bout de 2 ans, malheureusement, on a le sentiment que les choses ne se passent pas exactement comme on avait prévu. Jean-Yves Guédon, qui a gardé le contact avec les populations, estime qu'il faut peut-être entrer dans une confrontation. Et cette confrontation ne peut pas se faire à lui et à dire. Il faut qu'elle soit méthodique, il faut qu'elle soit organisée, il faut qu'elle soit efficace. Il a donc, avec la bénédiction et le soutien de Jean Ping, suggéré cette rencontre citoyenne, dont le but était de demander aux Gabonais la situation de notre pays, telle que vous la constatez, vous paraît-elle normale? Si le Gabon est malade, alors il nous faut poser un diagnostic. Et quand le diagnostic est connu, apporter donc le remède, la solution. Les échanges que nous avons eus au cours de cette journée, des échanges qui ont duré 4 heures. J'étais parmi les rapporteurs, j'ai pris soin donc d'écrire. Ces échanges nous ont permis de catégoriser les différentes propositions. Il y a la proposition des négociations. Jean Ping est toujours à la barre, il continue les négociations, nous devons travailler avec les partenaires, mais il faut maintenant ajouter à ces négociations pour qu'elles aient une force, la confrontation sur le terrain. Plus nous allons mobiliser les Gabonais, plus Jean Ping sera en position de force pour mieux négocier. Car si les Gabonais restent à la maison, s'ils ne font rien, s'ils comptent sur Jean Ping, s'ils ne manifestent pas leur soutien, Jean Ping ne dispose pas de suffisamment d'éléments à faire valoir pour que ça accepte qu'il soit investi président de la République. Donc, pendant que les négociations se poursuivent, sous la houlette de M. Jean Ping, M. Guédon va de plus en plus, lui, monter au créneau pour qu'il y ait une confrontation, un rapport de force. Demander au peuple de nous retrouver. Et il est prévu des actions sur le terrain. Le mouvement TGV, le train à grande vitesse, dont l'escale terminale
et le bord de mer, va reprendre ses activités, ses actions. Vous savez que le deuil qui a frappé M. Yiguendon nous a imposé une certaine retenue. Donc, le TGV n'a pas pu mener ses actions comme d'habitude. Maintenant que M. Yiguendon revient dans la danse, si je peux m'exprimer ainsi, nous pouvons repartir dans les actions citoyennes qui vont demander au peuple de manifester désormais son attachement au respect du vote qu'il a eu à faire le 27 août 2016. Cela est très important. D'accord. Alors nous avons une autre question d'un internaute, Harry Ngema, qui demande comment est-ce que vous expliquez le silence des présidents de la sous-région vis-à-vis de la situation politique du Gabon? Ce sont des sous-préfets au service de la France prédatrice. Que voulez-vous qu'ils disent, M. Harry Ngema? Qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la France. Si la France avait l'intention de nous aider, elle qui prétend qu'elle est une patrie des droits de l'homme, qui promeut la démocratie, eh bien, elle aurait eu la même attitude qu'elle a observée lorsqu'elle a soutenu le candidat de la RDC, Martin Fayoulou. On a vu Yves Le Drian contester les résultats publiquement, partir au Conseil de sécurité, demander l'annulation des résultats. Ils n'ont pas fait pour le Gabon. Pourtant, l'Union européenne, qui a supervisé les élections, leur a dit clairement qui était le vainqueur. On voit aujourd'hui la position que les Français ont vis-à-vis du président de l'Assemblée nationale de Venezuela, Juan Guaido, où une personne se lève, conteste l'autorité du président, et les nations dites démocratiques considèrent que c'est le président par intérim de fait désormais. Donc si la France voulait vraiment donner le là, elle aurait soufflé quelques mots au président Sassou Nguesso, au président Paul Biya, au président de la Centrafrique, au président du Tchad, de la Guinée équatoriale, pour que ces derniers demandent à Ali Bongo de céder le fauteuil. Elle ne l'a pas fait, elle ne le fera pas. C'est nous qui devons nous lever, car nous sommes souverains dans notre pays pour exiger que l'on respecte notre vote. C'est de notre pure et simple responsabilité. Nous ne comptons plus sur la France, nous ne comptons pas sur les sous-préfets africains qui ne vont jamais aller dans le sens des intérêts du Gabon. Alors une autre question qui va dans le même sens, mais cette fois-ci concernant la Cour constitutionnelle. Il y a un internaute, Trifen Dondon, qui demande pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la coalition n'a pas encore, enfin, ou alors que vous ne demandez pas la démission de la Cour constitutionnelle. Et quel pouvoir aurons-nous quand on aurait exigé ça? Qui démissionne? Qui a le pouvoir de démissionner? La Cour constitutionnelle, elle est nommée en partie par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le chef de l'État. Donc, ceux qui peuvent faire démissionner la Cour constitutionnelle, ce sont ces trois instances. Or, nous, si nous exigeons cela, cela ne sera suivi d'aucun effet. Donc, il n'est pas nécessaire de faire un coup d'épée dans l'eau. Restons pragmatiques. Ce qui peut arriver concernant la Cour constitutionnelle, c'est que Mme Marie-Madeleine Bonsouo soit éjectée. Et peut-être que cela va ouvrir une nouvelle ère à cette institution. Cette dame aujourd'hui est pesante, et tant qu'elle sera à la tête de cette structure, elle ne permettra pas véritablement à la Cour constitutionnelle de jouer son rôle en étant simplement le garant qui veille à la bonne application des lois de notre pays. Comment est-ce qu'elle peut être éjectée? Par la décision du président de la République. Quel président de la République? Certainement pas aujourd'hui Ali Bongo, puisqu'il semble être désormais dans l'incapacité. Peut-être un président par intérim. Quel président par intérim? Peut-être pas un fils de la province du Haut-Ogooué, qui serait dans une logique, bien entendu, de solidarité ethnique. Peut-être, imaginez, Mme Lucie Milébou, présidente du Sénat, dans une position où, pour régler le contentieux, qui n'a pas été épuré, celui de 2016, où Jean-Ping a contesté les résultats, il n'a jamais bénéficié de la confrontation des PV de Haut-Ogooué, peut-être qu'un président par intérim, à qui on soumettrait cette doléance, demanderait que la règle de droit soit respectée, et comme Mme Marie-Madeleine Bonsouo ne pourra pas se déjuger, eh bien, elle peut être démise de ses fonctions, et la personne qui remplacerait Mme Bonsouo serait peut-être beaucoup plus regardant quant à la véritable pratique du droit en respectant les dispositions et de la Constitution et de l'ordre de la loi électorale.
Alors, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Alors, il y a une question qui revient souvent. Depuis un certain moment, les gens voient à travers les réseaux sociaux le mot confrontation revenir sur la plupart des publications, on va dire les affiches de la coalition de la Nouvelle République. Et certains se demandent, c'est une confrontation sur le plan des idées ou un autre type de confrontation? Mais la confrontation, c'est lorsqu'on oppose deux fronts. Hein? Il y a le front du pouvoir qui veut confisquer la gestion d'État, et puis il y a le front de la résistance, le front du peuple de l'alternance et du changement qui souhaite que son vote soit respecté. Nous sommes donc en conflit, en confrontation. C'est une confrontation d'idées. Je suis en train d'en soumettre quelques-unes sur le plateau en réagissant aux différentes questions qui sont posées par les internautes. Donc, les gens du pouvoir nous écoutent, ils savent quelles sont nos idées, ils vont vouloir apporter une confrontation au niveau des idées. C'est également une confrontation stratégique. Ils ont leur stratégie, ils ont besoin de régler deux problèmes. Le premier, c'est de s'accorder sur un candidat unique du PDG qui devra remplacer Ali Bongo au pied levé, et également s'assurer que le président du Sénat soit parfaitement dans leurs petits souliers. Voilà les deux problèmes que le scénario du PDG doit absolument régler avant de déclarer la vacance du pouvoir. Lorsqu'ils auront le président du Sénat qui leur convient, et lorsqu'ils auront convenu de candidats du PDG, alors ils vont déclarer la vacance du pouvoir. Alors on me dira qu'Ali Bongo a fait un deuxième AVC, qu'il a été fatal, et que désormais il est décédé, et qu'on peut maintenant passer à la vacance du pouvoir. C'est quand ces deux conditions sont réglées dans le scénario de confiscation du pouvoir du système Bongo-PDG. Mais nous avons un scénario aussi. Nous avons celui de dire, dans le cas où il y a un président par intérim, nous soumettons le contentieux. Si le contentieux est épuré à la faveur d'Ali Bongo, ça veut dire qu'Ali Bongo effectivement a gagné des élections, et bien dans ce cas, nous partons aux élections présidentielles. Mais si le contentieux est épuré et on constate que ça a été une imposture, qu'Ali Bongo s'installe à la tête du pays, pourquoi encore partir à une élection présidentielle? Donc vous voyez, nous avons une confrontation sur le plan des idées et sur le plan de la stratégie. Mais nous avons aussi une confrontation physique sur le terrain. Car tout ça ne va pas se faire simplement par des débats. Il faudra à un moment donné que nous descendons sur le terrain pour manifester que le nombre de Gabonais qui souhaitent véritablement l'alternance au Gabon est plus important que le nombre de Gabonais qui militent pour l'imposture. D'accord. Alors, vu qu'on est quasiment à la fin de cette émission, avant de redonner la parole aux internautes, est-ce que vous avez un mot de fin sur tout ce qui s'est dit aujourd'hui et surtout sur les perspectives d'avenir pour le Gabon? Un mot de fin? Non. Un mot d'ouverture. Je vais m'adresser aux jeunes Gabonais pour leur dire que nous sommes dans une ère qui s'achève. C'est l'ère du poisson. L'ère du poisson a commencé avec la naissance de Jésus-Christ. Une ère, selon les Égyptiens, c'est 2156 ans. Nous allons entrer dans l'ère du Verseau. Chaque ère a son énergie cosmique. Chaque ère a, on va dire, son magnétisme, son symbole. L'ère du Verseau sera caractérisée par la générosité, par la spiritualité. Et il faut donc pour cela que vous compreniez que si déjà il y a une ère et qu'elle s'achève pour qu'une autre commence avec ses propres logiques, l'ère du PDG, l'ère du système Bongo-PDG est terminée. Ils ne pourront pas se renouveler. Le cycle Bongo-PDG est arrivé à son terme après 50 ans. La nouvelle ère vous appartient. C'est une ère d'ouverture dans laquelle vous devez manifester votre volonté de vous impliquer dans la maîtrise de votre destin et dans la gestion des affaires de notre pays. Si vous restez en retrait, eh bien, une nouvelle génération va certainement se mettre en place, inspirée par le PDG, et vous dictera encore pendant les 50 prochaines années leur desiderata égoïste. Donc, rejoignez la résistance. Ceux qui ont peur, soyez courageux. Le combat est sur le point de s'achever. Nous allons lancer une campagne de sensibilisation. Rejoignez-nous. Nous donnons des mots d'ordre. Soyez avec nous. Si nous sommes ensemble, nous vaincrons.
Merci, Monsieur Privan Gomo. Je rappelle à nos internautes que nous étions avec M. Privan Gomo, citoyen engagé, également soutien de la Coalition pour la Nouvelle République, portée par M. Jean Ping. Nous avons débattu aujourd'hui sur la question de la crise politique au Gabon. Quelle solution? Et ceux qui ont suivi l'émission, vous avez pu entendre quelques pistes de solutions qui ont été proposées par M. Privan Gomo et surtout les critères qui ont été également énoncés, qui sont la base justement de cette sortie de crise, selon M. Gomo bien entendu. Je vous rappelle également que la semaine prochaine, nous sommes ensemble à la même heure, 17h30 sur Gabon Media Time, pour une autre émission avec un autre invité d'aussi bonne facture que M. Ngomo également, parce que notre métier, c'est de vous servir, vous informer le maximum possible. Merci, c'était Ferdinand Demba. À la semaine prochaine.